Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, mercredi 30 octobre 2024. Medevest est à Bruxelles pour une nouvelle petite capsule de Derrière la palette. Palais de justice. Une petite idée d'où nous serions. Évidemment, visite chez Casterman afin de rencontrer deux auteurs qui ont repris il y a déjà quelques années maintenant, puisqu'ils en sont à leur 5e album. Un aventurier bien célèbre, marin, faisant le tour du monde et qui cette fois-ci va nous emmener jusqu'au Mexique dans les années 1920. Une petite idée, d'ici quelques instants. Au Mexique que nos deux auteurs d'aujourd'hui vont nous emmener. Donc leur 5e album, vous vous rappelez, une idée, évidemment, c'est Hugo Pratt qui va être le héros du jour avec Johan Diaz-Canales. Bien le bonjour. Johan, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien? Ça va bien, et il est accompagné évidemment de son complice de toujours, son acolyte Ruben Bellengero. Bien le bonjour Ruben. Bonjour. On peut vous poser quelques petites questions sur ce 5e album, donc Corto Maltese, la ligne de vie. Donc, 5e album. On est bel et bien maintenant dans le costume de Hugo Pratt ou bien plutôt dans le costume de Corto Maltese quand on est à son 5e? Comment se sent-on? C'est plutôt le costume de Corto Maltese. Le costume de Hugo Pratt, c'était à lui, toujours. Et c'est impossible de faire une substitution. Donc, mais oui, on est content et on est bien à l'aise depuis 5 albums déjà avec cette histoire. Et en plus, on sent de plus en plus qui ont gardé bien cette question de la reprise. Alors, les reprises, c'est pas toujours évident, aussi bien au niveau scénaristique qu'au niveau graphique. Au niveau graphique, de ton côté, tu le dessines maintenant aisément, tu peux le mettre dans toutes les positions, dans tous les décors, parce que Hugo Pratt avait quand même une ligne graphique assez personnelle. Évidemment, il restait à côté de moi, à niveau visuel. Les livres de Pratt sont à côté de ma table, dans le moment que je dessine, mais pas pour recevoir une influence, mais pour recevoir, pour étudier quelque chose qu'on peut dire qui sont de là, sont de lui. Mais mon désir, c'est de faire dépendre des choses de Pratt et des choses de miennes, évidemment. Et chaque album que nous faisons, c'est un peu l'idée d'aller un peu plus de ce que nous connaissons, de la matière du travail de Pratt, peut-être besoin de retrouver d'autres fois. Mais pour l'autre côté, c'est notre, comme auteur, de travailler avec liberté chaque fois, plus que de liberté d'une manière pour notre propre plaisir, on peut dire. Non? C'est une histoire, c'est un personnage que pour nous, c'est évidemment un plaisir d'écrire, de dessiner. Et pour mon côté, comme dessinateur, c'est très complexe. Oui, parce que tout ça. Tu as d'autres albums aussi, tu publies également d'autres choses, mais ce n'est pas forcément le même dessin. C'est facile de passer de ton propre style au style de Hugo Pratt pour Corto? Oui, pour moi, je peux dire que c'est facile parce qu'avec Corto, je dessine d'une manière plus naturelle que d'autres albums que je dessinais. Parce que la ligne dans le dessin basse de mon dessin, c'est très proche à la layout que je fais avec Corto. La vitesse du trait, c'est très important dans ce livre. C'est un peu la vitesse de trait de Hugo Pratt. Ça qui Pratt, pour moi, c'est dans une époque maître, évidemment, pour moi. La manière de travailler de Pratt, c'est pas très loin de la base de mon dessin. Mm-hmm. Dans mon carrière, j'ai évolué, j'ai fait beaucoup de manières de dessiner, en couleur, dans les pinceaux, etc. Mais avec le livre de Corto Maltese, le plus important, c'est que je dessine avec un marqueur, la ligne, c'est un marqueur, et ça m'a donné une spontanéité, une vitesse qui lui donnait cette peculiarité dans mon propre travail.
Alors, cette fois-ci, il se retrouve au Mexique. Il n'y était encore jamais allé. C'est son premier voyage au Mexique et on est allé dans les années 1920. Il y a une révolution. Le Mexique est quand même une terre de guérilla, de révolution constamment. Qui a choisi le thème? D'abord, moi, mais bien entendu, chaque fois qu'on démarre une nouvelle histoire de Cortot, on s'est mis tous les deux d'accord, parce que c'est pour moi, même si c'est moi qui trouve les sujets, même l'endroit géographique pour amener à Cortot, et pour moi c'est super important de savoir que Ruben est bien à l'aise avec l'histoire qu'on va attaquer. Donc c'était bien moi, mais à la fin ce sont des décisions qu'on prend ensemble. Alors, il se retrouve mêlé avec d'anciens personnages. On ressort Bouche Dorée, évidemment Rasputin ne peut pas ne pas être là. Ça devient un peu une habitude de les reprendre systématiquement dans les albums, de reprendre constamment Rasputin et de reprendre des anciens personnages que l'on retrouve. Parce que Bouche Dorée, finalement, elle apparaît un peu au départ, puis se fait un peu, on ne va pas trop dire à la fin. C'était une envie de la ressortir un peu? Oui, c'est évident qu'il y a toujours une envie de retrouver des personnages que, tant que lecteur, on a toujours adoré. C'est le cas de Rasputin, mais aussi de Bouche Dorée et Banzi, qui va sortir aussi dans l'album. Mais au moment donné, c'est pas... On ne peut pas parler d'une obligation, et c'était non plus une question de faire des clins d'œil au lecteur pour reconnaître des personnages qui sont très habituels dans la série. Et chaque fois qu'on fait le choix d'y mettre des personnages qui sont récurrents dans la série, il doit apporter quelque chose d'important au récit. Pour nous, les récits, c'est le plus important. Si les personnages, comme c'est le cas de Bouche Dorée, apportent une dimension magique, parce que c'est une espèce de sorcière qui va parler du destin, qui a un côté voyant, et qui va parler de la mort et des trucs qui collent très bien et qui expliquent un peu le sujet de l'histoire. C'est parti. Mais par contre, si c'est seulement une question anecdotique, on va refuser de reprendre des personnages. Donc, bref, le truc, c'est que si bien on adore de voir des personnages tels que Bouche Dorée ou Rasputin, il doit apporter quelque chose à l'histoire, sinon ça ne sert à rien. Alors l'histoire, donc j'ai justement l'histoire de ces chrétiens qui vont se révolter au Mexique. Ça a quand même été un conflit qui a duré plusieurs années. On annonce plusieurs dizaines de milliers de morts malgré tout. C'est un événement dont on ne parle pas beaucoup, forcément, en général, parce que j'ai renseigné, il y a 3 films, il n'y a qu'une seule BD sur le sujet. Ça a été facile de trouver des informations malgré tout, parce que lorsqu'on recoupe, il y a bien l'ambassadeur américain qui est là, il y a des personnes. Beaucoup, effectivement, comme vous disiez, c'est pas évident la révolte des Cristeros. On connaît super bien la révolution mexicaine, les personnages que tout le monde a en tête, Zapata, Pancho Villa, etc. Mais effectivement, cette guerre s'est même un peu oubliée en Mexique. Donc, ça a été plutôt grâce à des amis qui m'ont apporté des bouquins qui parlent de cette guerre que je suis tombé et qui ont pu me renseigner un petit peu sur le conflit. En plus, je crois que c'est un peu méconnu parce que c'est une sorte de guerre civile avec ce côté religieux en même temps qui à un moment donné en Mexique ne veut pas parler beaucoup de ça. Donc effectivement, ça a été un travail de documentation important. Au niveau des dessins, tu te retrouves donc chez les Mayas. C'était reposant, c'était divertissant de pouvoir dessiner des jungles, des pyramides, des paysages désertiques mexicains. C'est vrai que ce côté de la ruine mexicaine, c'est le retour plus évident à l'aventure
par Corto Maltese, une imprimée blanche. On peut dire qu'elle est retour à la vie des aventures. Alors, on change l'histoire, évidemment. Alors, on peut connaître toute l'histoire de Cristeros et tout ça, que c'est très connu. Je ne connaissais pas avant, pas beaucoup de ça. Moi non plus. Et aussi le même travail de documentation. Par contre, c'est un peu facile parce qu'il m'envoyait éléments de films qui ont parlé de ça. Et si tu cherches par Internet, il y a beaucoup de choses, des images de l'époque. Mais si tu ne connaissais pas, on pense que tu as donné l'ambiance de la Révolution mexicaine. Et c'est pas le même. Ça change beaucoup, non? Le plaisir, dans un premier moment, c'est le retour de l'aventure. Après, je pensais, attention, ne c'est pas un western. Voilà. Il y a un côté, c'est album de western, mais je ne voulais aller pour donner l'image de western. Oui, parce qu'il y a pas mal de cases, effectivement. On verrait bien Sergio Leone là-dedans. Oui, tout ça m'inspirait aussi. Tout ça, m'inspirait beaucoup. En même temps, m'inspirait beaucoup le soleil, la lumière, le côté jeune des couleurs. Tout ça, il m'a donné mélanger le western, mélanger l'aventure un peu dans la forêt, par exemple. Et tout ça, c'est un livre qui, par contre, est compliqué parce qu'il y a des séquences qui ne sont pas très longues. Et constamment, on change de temps, de qu'est-ce qui passe, non? C'est le côté plus compliqué pour moi, mais en même temps très divertissant. Alors, tu parles justement de la lumière, donc l'album est en couleur. On parlera après d'un autre. Tu avais déjà imaginé les couleurs, parce que malgré tout, on retrouve des planches très très lumineuses, le soleil du Mexique et tout. Et à côté de ça, il y a encore d'autres planches très sombres qui nous font un peu revenir dans les ténèbres de Corto, de nouveau avec cette idée parfois de mort et de... Tu imagines chaque fois les couleurs quand tu dessines? Tu imagines déjà la mise en couleur quand tu dessines? Oui, j'imagine un peu déjà les changements de couleur selon chaque séquence, j'imagine. Et en même temps, je sais qu'il y aura une édition en blanc et noir. Alors j'aime beaucoup tâcher avec le pinceau de manière naturelle. Mais ici, je fais un peu, pas beaucoup de tout, parce qu'il y a de place, laisser place pour le color, c'est très important. J'ai joué avec les deux manières, mais je sais les couleurs qui viendront dans la tête. Oui, parce qu'il y a effectivement, c'était une des planches qui m'avait fort. Je vais essayer de la retourner pour remarquer. Effectivement, on voit effectivement une grosse différence. On se dit, autant il y a des planches où, à la limite, le noir et blanc ressort mieux, autant il y a des planches où on se dit la couleur est vraiment un rayon à l'intérieur. Comment fais-tu tes dessins par rapport à ça? Tu imagines aussi des zones d'ombre pour rendre le dessin plus vivant, même s'il est en noir et blanc? Oui, dans cette planche que tu m'as montrée, je pense que tout le premier plan sera couleur plate. Ça me fait, jouer avec la couleur plate m'a donné on peut dire, vitesse pour voir toute l'ambiance qu'il aura. Si je pense avec le ciel bleu, c'est pour donner le contraste très fort. Donc, c'est difficile de raconter d'une manière claire tout ça. Hein. C'est instinctif en réalité dans ta tête? C'est instinctif, tu le vois et tu ne réfléchis pas pour le faire? Non, je réfléchis surtout dans les storyboards. Dans les storyboards. Comme tous les dessinateurs, la plupart. Mais par moi, c'est le moment plus sérieux de mon travail. C'est avec l'histoire qui m'a envoyé Juan, que je prenne toutes les indications, ce qu'il me dit, et je peux faire d'autres que je trouve mieux au niveau narratif pour aller, en tout cas, mieux. Pas derrière, mieux. Et c'est pour ça que là, c'est mon côté plus en même temps expérimental et plus sérieux. Et l'autre, on peut dire qu'il vient déjà de les années que j'ai fait de travail avec les couleurs, que je sais un peu pour aller chaque fois. C'est de la couleur directe ou bien avec Corto Maltese, je travaille avec l'ordinateur et les couleurs. L'ordinateur et les couleurs. Alors, Corto, dans cet album-ci, est nettement moins sombre que dans le précédent.
même si le sujet politique est tout aussi brûlant. On le voit un peu moins impliqué politiquement parlant, il est un peu moins rebelle. C'était une volonté de ne faire que le mettre un peu en retrait par rapport aux événements même. Oui, je pense qu'il y a une évolution dans les personnages qui s'évoluent parce que de plus en plus on raconte des histoires qui se passent dans une période très différente à ce qu'on est habitué chez Corto Maltese. Ce sont des histoires qui se passent comme dans les tomes précédents, qui se passent pendant la République de Weimar en Allemagne. Et celle-ci, pareil, ce sont des histoires d'un moment historique très révolutionnaire qui a très peu à voir avec les histoires de Corto dont on est habitué, qui se passent autour de la Grande Guerre. Donc c'est un monde qui a évolué d'une façon différente, c'est un monde de masse, c'est un monde révolutionnaire, comme j'ai dit, c'est très violent et je pense que Corto a du mal à trouver sa place dans ce monde-là. C'est très peu romantique. Ah oui, il n'y a pas de femme une fois. et je crois que c'est pour ça qu'il a du mal à prendre parti. D'habitude, lui n'est pas côté aucune idéologie. Donc cette fois, c'est encore plus compliqué parce qu'il est au milieu d'une guerre civile. Et il comprend tous les deux bandes, mais tous les deux côtés. Mais ça qui les frappe, ça qu'il n'est pas être jamais d'accord, c'est avec une telle violence. Donc voilà, c'est un peu ça. Il y a un rapport mitigé toujours pour des grandes idéologies. Et ce n'est pas une exception, cet cas-là. Alors, on essaie toujours de garder plus ou moins un quart d'heure, on y est déjà, ça n'a pas l'impression comme ça. Des projets qui sont en cours désormais, d'un côté ou de l'autre? Dans mon cas, dans l'immédiat, je suis en train d'écrire les prochains Corto. Corto, c'est hyper demandant au niveau scénaristique, donc on profite de la tournée pour échanger des idées. C'est mon préférence. Mon travail en média, c'est Corto, l'écriture de Corto. Il se passera où le prochain Corto? Ça, c'est simplement le lieu. Non, c'est la question qui tue. Désolé, il faut garder le secret. Et Euben, de ton côté, des projets sur lesquels tu travailles? Maintenant, des projets, aucune. Je suis à l'attente de que Juan m'envoie les premiers. Et pas un projet parallèle sur le côté? Non, maintenant je travaille avec une expo qu'on fera ici à la galerie Champaka. Maintenant, je suis en train de finir des aquarelles que je fais pour l'expo sur le thème de la livre. Et après viendra sûrement la planche de Juan, que je ne prends aucune chose pour retrouver alors un problème de planning. Non? C'est tout maintenant, c'est tout. J'attends Juan. Eh bien, un tout grand merci en tout cas de m'avoir consacré ce petit quart d'heure. Vous, évidemment, vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? Je ne peux que vous encourager à sauter dessus, noir et blanc ou en couleur. Pour la petite info, je vous signale que la librairie Brussels, Waterloo ou bien Boulevard Anspach a également un ex-libris pour la version noir et blanc de La ligne de vie. Et pour le reste, à mon avis, on va se retrouver d'ici très peu de temps. À mon avis, ça serait peut-être même bien déjà ce soir. On a parlé de la galerie Champaka, il y a un petit vernissage. Et donc, on ira déjà voir une autre série. Et puis, voilà. Je vous souhaite en tout cas une excellente fin de journée, bonne fin de vacances et à très bientôt. Au revoir. Ben Johan, au revoir et un grand merci en tout cas. Merci, une prochaine fois.